Et nous passons à la séance rhumatologie avec professeur Hajjaj Hussouni. Je crois que je n'ai même pas besoin de présenter notre cher professeur Hajjaj Hussouni qui est tout le temps présent avec nous. On l'apprécie beaucoup et donc je lui passe la parole sans vraiment faire de commentaires. Alors j'essaie de commencer, mais je crois que... Attendez. Voilà. Alors avant de commencer, bien entendu, je voudrais d'abord exprimer mes très sincères remerciements à MG Maroc pour son invitation. Et c'est toujours pour moi un très grand plaisir de partager ces quelques moments avec vous. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier avec cette présentation. Et comme nous allons parler de polyarthrite rhumatoïde, on se fixe en général dans sa prise en charge beaucoup d'objectifs. Et nous allons nous fixer ensemble quelques objectifs. D'abord, bien sûr, c'est la question qui m'a été posée, diagnostiquer le plus précocement possible. Ensuite, savoir mesurer l'activité de la maladie. Et puis, bien entendu, et là le médecin généraliste va jouer un rôle extrêmement important, identifier les facteurs de comorbidité avant l'instauration d'un traitement. Et enfin, on ne fera qu'évoquer dans les toutes dernières diapositives les principes et les buts du traitement. La polyarthrite rhumatoïde, vous la connaissez, c'est ce rhumatisme inflammatoire destructeur qui débute par une main qui semble normale, puis qui très très rapidement va aboutir à des destructions, à des déformations, à des ruptures tendineuses, à des érosions osseuses et des destructions osseuses. C'est déjà trop tard, bien sûr, à ce moment-là, parce qu'en l'absence de traitement, l'atteinte systémique va à ce moment-là apparaître, avec une atteinte absolument partout, et puis des conséquences à la fois médicales, mais aussi socio-économiques. Nous avions publié en 2006 les conséquences socio-économiques au Maroc. Évidemment, ça aujourd'hui, plus personne n'en veut, parce qu'on veut que le diagnostic soit porté le plus précocement possible. Et aujourd'hui, on essaye même de ne plus parler de polyarthrite rhumatoïde, mais d'essayer de faire le diagnostic au stade de rhumatisme articulaire inflammatoire périphérique débutant, qui aujourd'hui est considéré comme une véritable urgence articulaire, si on peut utiliser ce terme-là, d'autant plus que l'on se pose la question de la responsabilité de la polyarthrite rhumatoïde sur la survie. Et voilà une étude américaine qui vous montre la survie globale, qui, je n'arrive pas à passer, donc ce n'est pas grave. Vous voyez tout à fait en haut la survie attendue dans la population américaine. La courbe au milieu, c'est la survie d'une cohorte de polyarthrite rhumatoïde modérée. Et vous avez tout à fait en bas la survie de patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde sévère. Et vous voyez donc l'influence sur la survie de la polyarthrite rhumatoïde qu'il faut donc savoir prendre en considération. La polyarthrite rhumatoïde, vous savez, c'est une inflammation secondaire à un antigène dont on ne connaît pas la nature, on ne la connaît pas encore. Et cette inflammation va aboutir à un emballement des cellules de l'immunité innée et adaptative, à une angiogénèse extensive, à une hyperplasie synoviale. Et cette hyperplasie synoviale et l'ensemble de ces contextes vont entraîner une synovite agressive qui va être responsable d'abord de destruction locale, articulaire, et qui ensuite deviendra systémique. Alors aujourd'hui, on se pose la question, la polyarthrite rhumatoïde, vous voyez, c'est ce qui est en rouge à droite, polyarthrite rhumatoïde, c'est là où on peut parler de polyarthrite rhumatoïde. Et on sait qu'à partir de là, eh bien, on va évoluer vers toutes les complications que l'on connaît de la polyarthrite rhumatoïde, les infections, les lymphomes, les complications cardiovasculaires, l'ostéoporose et bien d'autres encore, et bien sûr la destruction articulaire. Mais à ce moment-là, c'est trop tard. Et on se pose la question aujourd'hui de ce qu'on appelle les pré-polyarthrites rhumatoïdes, où l'inflammation est infraclinique, et on a pu parler de pré-polyarthrite rhumatoïde, de polyarthrite rhumatoïde préclinique, ou encore de polyarthrite rhumatoïde très précoce, et on s'est intéressé à ce qui se passe avant l'apparition des symptômes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, on identifie 6 stades pour la polyarthrite rhumatoïde. On va commencer à parler de polyarthrite rhumatoïde que tout à fait au fond, le 6e, c'est dommage, je n'ai pas de flèche, mais tout à fait au fond, vous voyez là où on a des signes articulaires, eh bien on va s'intéresser bien avant. Bien avant, si on commence d'abord par la génétique. La génétique, vous voyez, l'influence du typage HLA-DRB1, importante de signaler aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour le diagnostic.
On en a besoin pour la compréhension, mais pas pour le diagnostic. On sait aujourd'hui qu'il y a un terrain génétique particulier, et puis surtout, il y a des facteurs d'environnement qui vont prédisposer à la polyarthrite rhumatoïde parmi eux et qui peuvent l'aggraver. Le tabac. On sait aujourd'hui que le tabac citruline les protéines, et donc il y a une citrulination qui va aboutir à la formation des anti-CCP ou ACPA, qui vont être très prédicteurs de polyarthrite rhumatoïde, on va en parler. Et puis l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire, c'est extrêmement important. On sait aujourd'hui qu'il y a toute une série de germes. Il y en a un qui s'appelle le AAA, l'actinomyces, il a un nom très très compliqué, ou le Porphyromonas gingivalis, qui vont prédisposer aussi à la citrulination et qui vont prédisposer à la polyarthrite rhumatoïde. Et puis on va voir l'apparition de l'immunité. Vous voyez, c'est là où on va voir l'auto-immunité localisée puis systémique, et on va voir apparaître les premiers symptômes. On ne parle toujours pas de polyarthrite rhumatoïde, mais de rhumatisme inflammatoire débutant. Et vous voyez que les anomalies à l'imagerie, que ce soit l'échographie surtout, beaucoup plus rarement l'IRM, mais je vais vous montrer qu'on va faire le diagnostic sans avoir recours à tout ça, eh bien, vous voyez que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir porter le diagnostic bien avant que l'on ne parle de polyarthrite rhumatoïde. Et puis aujourd'hui, ce qui est tout à fait intéressant, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques années, on commence à parler de prévention. Parler de prévention dans la polyarthrite rhumatoïde, c'était quelque chose d'exceptionnel. Or, aujourd'hui, prévention primaire, on peut agir sur le tabac, on peut agir sur l'hygiène bucco-dentaire, on peut agir sur toute une série de facteurs. Prévention secondaire, les interventions non pharmacologiques, et prévention tertiaire, c'est vraiment pour éviter les complications de la maladie. Alors, pour un rhumatisme périphérique débutant, on sait aujourd'hui qu'on peut mieux diagnostiquer, mieux mesurer, mieux imager, mieux comprendre, mieux soigner, heureusement. Et on commence au stade de rhumatisme inflammatoire débutant. Vous connaissez tous les signes, les arthralgies, les arthrites, qu'elles soient oligoarthrite, polyarthrite ou monoarthrite, le caractère inflammatoire, la biologie avec la recherche de l'inflammation, la durée de l'évolution, c'est la notion de chronicité. Pendant longtemps, on a dit chronique, tout ce qui est supérieur à 3 mois. Aujourd'hui, dans tout ce qui est international, 6 semaines. Et même en pratique, on considère comme étant chronique tout ce qui dure plus longtemps qu'attendu. Et vous voyez qu'on diminue la notion de chronicité de façon importante. L'imagerie, et particulièrement l'échographie, joue un rôle extrêmement important. Alors, comme c'est très compliqué de vous parler de quelque chose que l'on considère bien avant l'apparition de la maladie, je vais vous proposer un cas clinique très simple sur lequel on essaiera de réfléchir ensemble. C'est celui d'une patiente de 35 ans qui élève à domicile ses 5 enfants. Son mari est maçon. Elle consulte pour des douleurs articulaires au niveau des 2 poignets, des MCP 2 et 3 et des avant-pieds. Ces douleurs ont débuté il y a 2 mois. Elles se sont aggravées depuis 10 jours et elle la réveille la nuit. Le matin au réveil, elle doit attendre au moins une demi-heure pour avoir l'impression qu'elle peut bouger ses articulations normalement. Elle n'a pas d'antécédents particuliers, sauf peut-être une tante qui est décédée il y a 10 ans et qui aurait souffert de douleurs articulaires invalidantes dont elle ignore la cause. Première question très simple, quelle est la nature des douleurs? Elles sont évidemment inflammatoires chroniques. Elle la réveille la nuit, elles sont nocturnes. Il y a une raideur matinale de plus d'une demi-heure, et puis ça dure depuis plus de 6 semaines. 8 semaines, c'est chronique. Que voit-on à l'examen? C'est l'examen des mains, évidemment, qui est important. Eh bien, ce que l'on voit, c'est l'atteinte bilatérale des poignets. Vous voyez que les styloïdes cubitales sont vus plus que normalement. Et puis, il y a aussi une tuméfaction de la 3e MCP gauche, donc d'un seul côté. Qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire un squeeze test. C'est très simple. Le squeeze test, c'est ce que vous voyez à droite. Vous voyez, on comprime les métacarpophalangiennes, au pied les métatarsophlangiennes. On va faire bien sûr un examen complet de l'appareil locomoteur. On va faire bien sûr un examen général complet. Et puis, on va s'attacher à réunir des arguments en faveur de la polyarthrite rhumatoïde. Quels sont ces arguments? Le caractère inflammatoire des douleurs, nous l'avons vu. La topographie des arthrites, on a les poignets. On a une seule MCP. On a le respect des IPD. Ces arthrites sont des arthrites fixes, bilatérales, mais que pour le poignet, pas pour les MCP. Grossièrement symétriques, c'est un caractère classique de la polyarthrite rhumatoïde. On ne l'a pas ici, on l'a pour les poignets, on ne l'a pas pour le reste. Le caractère familial, on ne peut pas le retenir puisqu'il n'y a pas de preuve, c'est juste hypothétique, on ne retient pas, on laisse de côté. Le squeeze test que vous avez fait est positif.
aux mains et aux pieds. L'examen confirme l'arthrite des 2 poignets de la MCP3 gauche. Qu'est-ce qu'on conclut? Si on avait le temps, évidemment, je vous laisserai la parole, mais notre présidente nous laissant qu'une demi-heure, je ne veux pas vous laisser la parole. Donc, je vais vous accompagner en même temps. Eh bien, on va constater qu'il existe des symptômes, évidemment, qui évoluent depuis moins d'1 an, qu'il y a une atteinte des MCP, que le squeeze test est positif. Et là, vous voyez en bas, les recommandations internationales recommandent de référer précocement au rhumatologue ou au moins de travailler en collaboration avec le rhumatologue. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, le bilan biologique minimal à demander est le suivant. L'hémogramme, bien sûr, la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique, le ionogramme, le bilan hépatique rénal, le facteur rhumatoïde, les anticorps anti-CCP, qu'on appelle aussi les ACPA, les anticorps antinucléaires, la sérologie, de l'hépatite virale qui peut quelquefois prendre une forme qui ressemble à la polyarthrite rhumatoïde. Voilà les résultats qu'on a chez notre patiente. Tout est normal, sauf l'AVS qui est à 50, le facteur rhumatoïde qui est à 25. Et vous voyez la référence du laboratoire où on a fait l'analyse est à côté. Et on a des ACPA qui sont 4 fois supérieurs à la normale. Les facteurs antinucléaires sont négatifs, la sérologie d'hépatite est négative. Conclusion. Est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, en fait, si on regarde les critères de polyarthrite rhumatoïde qui datent déjà de 87, vous voyez que nous n'avons que 3 critères que j'ai surlignés en gras et qu'en fait, il me faut 4 critères pour pouvoir dire qu'il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde. Ici, je ne peux pas. Ces critères sont sensibles quand la polyarthrite est bien installée, mais en général, il y a déjà des destructions qui sont importantes et ce sont des critères qui ne sont pas adaptés pour les polyarthrites récentes. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je vais éliminer une autre étiologie, c'est le diagnostic différentiel. Et là, le diagnostic différentiel, il est extrêmement important. Chez cette malade, je n'ai aucun autre élément clinique évocateur, mais je vais quand même faire une radio du poumon, le bassin de face, parce que je vais regarder les sacroiliaques pour éliminer les spondyloarthropathies. Je vais aussi faire une radio des articulations douloureuses. Et vous voyez que je fais encore des radiographies standards. En rhumatologie, on aime bien les radiographies standards. On ne va pas directement à l'IRM ou aux grosses... Les radiographies standards, c'est très important. Et en pratique de médecine générale, c'est encore plus important. Les 2 mains, bien sûr, je vais regarder si j'ai des érosions qui sont radiologiquement visibles. Les avant-pieds, parce que si je trouve une érosion de la 5e tête métatarsienne, c'est très évocateur de polyarthrite rhumatoïde. Or, j'ai aussi en tête que le diagnostic différentiel d'une polyarthrite inflammatoire, il est très important. Et regardez toute cette liste, les arthrites virales, les connectivites, la pseudopolyarthrite trisomélique, les arthrites microcristallines, avec en particulier la chondrocalcinose articulaire, les spondyloarthrites périphériques, et voyez toutes les autres étiologies beaucoup plus rares, et les formes même qui ne sont pas des rhumatismes inflammatoires, qui peuvent prendre l'aspect d'une polyarthrite rhumatoïde et que je vais donc explorer. Et puis, je vais me rappeler que j'ai 3 grands groupes en rhumatologie. La polyarthrite rhumatoïde, en général, c'est une polyarthrite nue, c'est-à-dire qu'elle est fixe, additive, bilatérale et symétrique, distale, mais respectant les IPD, très synovitique, elle est très inflammatoire, avec des synovites et des ténosynovites. Alors que, par exemple, dans les connectivites ou dans les spondyloarthropathies périphériques, je vais avoir des signes associés à la polyarthrite. Et puis, vous voyez toutes les petites différences qui sont indiquées là, avec notamment dans les spondyloarthropathies, je vais chercher les dactylites qui peuvent m'orienter vers les spondyloarthropathies. Alors ça, c'est mon orientation. Et puis, je vais regarder aussi les critères de la Ligue européenne de rhumatologie qui me disent que devant des arthralgies ou des arthrites suspectes de progression vers une polyarthrite rhumatoïde, eh bien, ce sont celles-là, elles sont très simples. Et vous voyez que j'ai surligné en gras ce que je retrouve chez ma patiente, les symptômes articulaires de moins d'1 an, la sévérité des symptômes le matin, le squeeze test positif. Et on me dit que 3 critères suffisent pour me dire que je suis peut-être en train de m'orienter vers une polyarthrite rhumatoïde. Alors, j'ai les résultats de ce que j'ai demandé. Les radios des poumons, du bassin, des mains, des avant-pieds sont normales. Que préconisez-vous? Et là aussi, je ne vais pas vous laisser la parole, je vais répondre pour vous. On va faire l'échographie ostéo-articulaire. L'échographie ostéo-articulaire va me mettre en évidence, et là je suis désolée de ne pas avoir de flèche, mais... Ah voilà, peut-être que comme ça, non, ça passe bien sur l'écran, mais ça ne passe pas, peu importe. Vous voyez là, en D1, une érosion tout à fait typique. Ça fonctionne? Ah,
Non, mais ça ne fonctionne pas sur... Peu importe. Peu importe. Voilà. Vous avez une érosion en D1 qui est tout à fait typique de la polyarthrite rhumatoïde et que je retrouve en longitudinal et en axial. Et j'ai aussi la ténosynovite des extenseurs qui va évidemment m'orienter vers l'inflammation articulaire et qui me permet de dire que je suis effectivement en train de mettre en évidence une inflammation articulaire et ténosynoviale, ce qui va m'orienter évidemment vers la polyarthrite rhumatoïde. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je vais faire, je vais rechercher tout de suite les critères ACR-ELAR, c'est-à-dire les critères du Collège américain de rhumatologie et de la Ligue européenne de rhumatologie, mis en place en 2010, pour me permettre de retrouver des critères qui vont m'autoriser à mettre immédiatement en route un traitement de fond. Je ne vais pas attendre d'avoir la nature rhumatoïde de la polyarthrite, je vais voir si je peux commencer un traitement de fond, après avoir évidemment éliminé tous les autres diagnostics. Ces critères, les voilà. Au moins une arthrite non expliquée par d'autres pathologies et qui satisfait les nouveaux critères de Bayer, on va les regarder. Ou bien, à la radiographie, une érosion typique de polyarthrite. Alors là, la radiographie, ça veut dire quoi ? Si c'est la radiographie standard, je n'ai pas d'érosion. Si c'est l'échographie, j'ai une érosion. Pour l'instant, les gens ne sont pas encore d'accord. Est-ce qu'on peut déjà commencer à réfléchir sur l'échographie ? Mais tout le monde le fait en pratique. Mais si on dit la radiologie, je n'ai pas encore d'érosion, donc je vais aller rechercher les critères de l'ELAR. Les critères, les voilà. C'est d'abord une atteinte articulaire, pour laquelle on va donner surtout en priorité, on va donner la place aux petites articulations, c'est très important. La sérologie, avec en particulier le facteur rhumatoïde et surtout les ACPA, la durée, et vous voyez que 6 semaines, c'est un chiffre extrêmement important, et la présence ou non de syndrome inflammatoire. Et là, vous voyez, si je regarde ma patiente, 3 articulations, les poignets étant considérés comme des petites articulations, la sérologie et notamment les ACPA, 4 fois la normale, donc je suis à 3 fois la normale. La durée, plus de 6 semaines. L'AVS est accélérée. Eh bien, quand j'ai plus de 6 critères, et là je suis à 7, je suis autorisée à commencer un traitement de fond avant même d'avoir le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Les ACPA, en effet, sont extrêmement prédictifs de polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez sur ce schéma qu'ils apparaissent positifs bien avant la phase clinique. Ils se positivent dans la phase préclinique de la maladie et leur sensibilité et spécificité est extrêmement importante, donc je vais y apporter un intérêt majeur. Qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Eh bien, je vais chercher les facteurs de mauvais pronostic. Les facteurs de mauvais pronostic, vous voyez ici toute la liste, j'ai mis en rouge ce qui est relatif à notre patiente, son âge jeune, les érosions qui sont déjà apparues, le statut social et économique qui est faible, le syndrome inflammatoire, la précocité des facteurs rhumatoïdes et notamment de l'ACPA, qui évidemment sont des facteurs qui peuvent prévoir qu'elle fera une forme sévère de polyarthrite rhumatoïde et qu'il faut donc commencer le traitement tout de suite. Alors, vous adressez votre patiente au rhumatologue ou bien vous travaillez en collaboration avec lui, qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse ou qu'elle fasse avec vous ? Le bilan d'activité de la maladie, la recherche des comorbidités, bien sûr, décider du traitement. Le bilan d'évolutivité doit comporter au moins ces 2 paramètres. Le DAS-28, qui est un score, le Disease Activity Score, 28, c'est celui qu'on utilise tout le temps en rhumatologie, il y a le 44 mais pratiquement jamais, le 28, et le HAQ, qui est le Health Assessment Questionnaire, c'est-à-dire qu'on va évaluer l'état de santé de la patiente. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait que quand on arrive à faire tout ça, eh bien, on va améliorer la prise en charge de la maladie. Alors, vous allez me dire, le DAS-28, c'est très compliqué à calculer, pas du tout. Vous allez sur Internet aujourd'hui, c'est très facile à faire. Le DAS-28, on va calculer le nombre d'articulations douloureuses, on en a 6 ici. Le nombre d'articulations gonflées, j'en ai 3. La vitesse sédimentation est à 50, le VA est à 20. Et vous voyez qu'on regarde les épaules, les coudes, les mains, les articulations les poignets, les articulations de la main et les genoux. On ne voit pas du tout les pieds, ça c'est un problème important du DAS-28. Et là, j'ai des chiffres qui vont me permettre de dire si j'ai une activité faible, une activité modérée ou une activité forte, ou bien quand j'ai une polyarthrite qui est déjà traitée, si je suis rentrée en rémission. C'est très important. Alors voilà, ici, j'en ai choisi un que moi j'aime bien personnellement. Vous voyez, vous rentrez ici, à partir du diagramme, les articulations douloureuses, les articulations gonflées, l'AVS, le VA, qui était à 20, et il me répond tout de suite, il fait le calcul tout seul, j'ai besoin de rien faire.
activité modérée. Je regarde le Health Assessment Questionnaire, c'est aussi très facile à remplir, tout ça se fait en 5 minutes, et il me répond aussi activité modérée. Donc je sais que je dois absolument traiter ma patiente. Et bien sûr, je vais évaluer les comorbidités de façon systémique. Et les comorbidités, le médecin généraliste joue un rôle extrêmement important dans la surveillance d'une polyarthrite et la recherche des comorbidités. Vous voyez, qu'elles soient cardiovasculaires, métaboliques, l'obésité, le tabagisme, le statut en vitamine D. Et on avait participé à une étude internationale et recherché aussi le statut de la vitamine D. Et on avait bien mis en évidence que plus la vitamine D basse, plus le statut d'activité de la polyarthrite est élevé. Et c'est tout à fait important de rechercher ces comorbidités. Je terminerai rapidement sur les principes du traitement. Vous savez que l'objectif, c'est la rémission, qu'aujourd'hui, on a des concepts importants, le diagnostic précoce, la fenêtre d'opportunité traitée au bon moment, avant qu'il y ait les érosions, avant qu'il y ait la destruction, avant qu'il y ait la diffusion de la maladie. Le traitement précoce, intensif si c'est nécessaire, et ce qu'on appelle le contrôle serré, le tight control, avec objectif. Et vous connaissez toute la liste des médicaments, on ne va pas en parler aujourd'hui, qui sont extrêmement importants dans la polyarthrite rhumatoïde et qu'il faut savoir utiliser et optimiser, avec en particulier chez nous, d'abord le méthotrexate, avant les biothérapies. On voit trop souvent aujourd'hui des polyarthrites sous biothérapie alors qu'elles ne sont même pas passées par le méthotrexate, et c'est extrêmement important évidemment de le rappeler. Quels sont les 10 points clés d'une prise en charge globale ? Bien, le traitement médicamenteux, antalgique, anti-inflammatoire, corticoïde, traitement de fond, on vient d'en parler. Avec un message, s'il vous plaît, très important, ne pas débuter les corticoïdes avant une consultation spécialisée. Parce que dès qu'on commence les corticoïdes, on est rentré dans la corticodépendance. Et aujourd'hui, on fait tout pour arrêter les corticoïdes le plus rapidement possible. Et ça, c'est extrêmement important comme message. Les traitements non médicamenteux, qui jouent évidemment un rôle très important, la rééducation, la podologie, etc., les comorbidités, on en a parlé, et leur prise en charge. L'hygiène bucco-dentaire, c'est fondamental dans la polyarthrite rhumatoïde et ça a été bien démontré qu'une hygiène déficitaire aggrave la polyarthrite rhumatoïde. Les règles hygiéno-diététiques, avec l'alimentation équilibrée et l'exercice physique qui joue un rôle également fondamental. Le soutien psychologique, la prise en charge personnalisée. Et voyez toutes les autres, avec en particulier travailler, si c'est possible, avec des associations de malades, c'est extrêmement important, et puis l'éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, heureusement, la chirurgie recule grâce au progrès des traitements. On opère de moins en moins des polyarthrites rhumatoïdes, pratiquement plus, et de moins en moins fréquent, grâce au diagnostic précoce et à la mise en route d'un traitement précoce. Et enfin, je voudrais terminer sur cette diapositive, simplement pour vous dire qu'en 2013, on avait fait une campagne nationale de sensibilisation à la polyarthrite rhumatoïde pour diverses raisons. D'abord parce que c'est important de diagnostiquer tôt, de traiter tôt. Et puis parce que dans la publication que je vous ai montrée tout à fait au début, on s'était rendu compte que pour une patiente, car 80% des patients sont des patientes, une petite fille allait quitter l'école pour s'occuper de sa mère handicapée. Et ça nous a tellement saisis que nous avons fait une campagne nationale et nous avons été très aidés par Rachid Louali, qui nous accompagnait à travers le Maroc, pour sensibiliser les mères et leurs filles à la polyarthrite rhumatoïde et à la scolarisation des petites filles. Et nous avions aussi fait quelque chose de tout à fait fantastique, en tout cas on avait beaucoup aimé ça. On avait été accompagnés par Leïla Halawi, jeune photographe qui, je pense vous le savez, a été tout à fait est morte malheureusement dans l'attentat de Ouagadougou parce qu'elle avait accepté de présider une association qui s'occupait du sort des migrants et qui nous avait fait ces très belles photos où elle nous montrait les mains déformées des malades et en même temps ces visages souriants qui traduisaient à la fois d'un côté le handicap et de l'autre côté l'espoir qu'il fallait garder dans le diagnostic précoce d'une maladie pour laquelle on pouvait encore faire beaucoup de choses. Et enfin, je terminerai par cette photographie pour rendre hommage à la personne que vous voyez en vert. C'est une association avec laquelle j'aime beaucoup travailler, l'association des malades de polyarthrite rhumatoïde de spondyloarthropathie, qui est présidée par une dame fantastique, Madame Leïla Najdi, elle-même porteuse d'une polyarthrite rhumatoïde sous biothérapie et qui a une énergie folle, une énergie considérable et qui fait beaucoup pour sensibiliser au diagnostic précoce de la polyarthrite rhumatoïde. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci à vous, professeur Hajjaj Hassouni, madame la doyenne de la faculté de médecine de l'UIR, et qui suit de très près ses patients à travers les associations et tout ça. C'est un petit peu particulier à votre personne, que je salue profondément parce que je suis installée, je sais tout ce que vous faites pour ces dames. Merci pour elles et merci pour nous, pour tout le corps médical. Merci encore. Alors, s'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup, notre maître et doyenne, Madame Hajjaj. Cher ami, je dois m'adresser à mes amis les généralistes. Je crois que le temps a changé. Il y a des années, nous avons traité pas mal de malades ayant la polyarthrite rhumatoïde avec la corticothérapie. Merci. Alors, j'ai dit que les choses ont changé, je crois. Nous avons traité auparavant beaucoup de malades ayant la polyarthrite rhumatoïde avec la corticothérapie surtout. Mais aujourd'hui, je crois que nous, comme praticiens généralistes, ce que nous devons faire, c'est diagnostiquer la maladie et l'orienter le plus tôt possible chez le rhumatologue pour qu'il fasse son travail. Parce que sinon, c'est le malade qui va tout perdre. Voilà. Merci. Oui, une question par là. Et ça sera la dernière. Professeur Hajjaji, s'il vous plaît, il y a des patients qui يجيو عندهم ميثوتريكسات وتيضربوا واحد لا كونتيتي ils nous posent la question واش يديروها في فريجيدير شي تيقول لهم ربيوها وكيشروها غاليه وتتبقى ليهم حيت عندهم لا كونتيتي قليله. Est-ce qu'on peut la conserver في الفريجيدير؟ Non, sûrement pas, sûrement pas. وكيديروها باسكو كيديروها الناس وكاينين اللي في العياشي قالوا لهم غير ديروها وخلوها في الثلاجه. C'est vrai que le méthotrexate a posé beaucoup de problèmes, en particulier pendant la période de Covid, parce qu'il y a eu une rupture de stock effroyable. C'est en train de revenir actuellement. Nos malades ont beaucoup souffert de ça. On a remplacé par les autres traitements de fond, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais ça a été extrêmement difficile. Mais en général, ce qu'on faisait à l'hôpital Ayashi, c'était prendre plusieurs malades qui partageaient l'injection, parce qu'on n'avait que le 25 mg. Et donc, quand on voulait avoir des doses plus faibles, 10 mg par semaine, le plus souvent, 15 mg, on était obligé de sacrifier le reste. Donc, on arrivait à mettre plusieurs patients en même temps pour pouvoir partager l'ampoule. Mais ça, c'est se débrouiller, c'est le système D, on se débrouille comme on peut. Maintenant, le méthotrexate est en train de revenir, donc on revient à la prescription de méthotrexate dans les règles, avec un prix du méthotrexate qui est un petit peu augmenté. Mais je voudrais quand même rappeler que le méthotrexate ne coûte pas cher par rapport aux biothérapies, qu'aujourd'hui, passer aux biothérapies, parce qu'on voit des malades qui sont mis directement sous biothérapie, qui ne sont même pas passés par le méthotrexate, alors qu'on a fait des études sur la polyarthrite rhumatoïde au Maroc, et on se rend compte que quand on fait le diagnostic tôt, on commence le méthotrexate tôt, les malades s'améliorent de façon considérable rapidement. Et donc, même sur le plan économique, en économie de santé, on a un coût considérable. Maintenant, évidemment, en cas de difficulté, il faut trouver des solutions comme on peut. Mais sûrement pas au frigidaire, ça oui. Je vous en prie. Merci encore, Madame le professeur Hajjaj Hassouni. Et je vous prie de bien vouloir accepter ce petit geste de la part de MG Maroc.